Bonjour et bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Racicot et j'ai le plaisir d'animer cet événement de lancement dans le cadre de la semaine de la PME BDC. Et je suis accompagnée d'une personne que je connais depuis de nombreuses années, que j'affectionne particulièrement, la nouvelle présidente et chef de la direction de BDC, Isabelle Hudon. Salut Isabelle. Salut Isabelle, me fait plaisir de te retrouver. Ah, je suis contente. Et avant de commencer, je pense que je vais te demander de faire la reconnaissance. Bien sûr, merci beaucoup Isabelle. Alors, je suis heureuse de vous revoir. Je suis très heureuse d'être ici et d'entamer ce nouveau chapitre avec BDC. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord souligner que le territoire sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui ici à Montréal, Isabelle, est le territoire traditionnel du peuple de Kanawaki. Bon nombre d'entre vous arrivant de partout au pays, j'aimerais que vous vous joigniez à moi dès maintenant pour reconnaître la terre que vous occupez et même cela en silence. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je reconnais les terres sur lesquelles vous habitez. Merci Isabelle. Je vous rappelle qu'on célèbre cette semaine les propriétaires d'entreprises canadiennes. Alors aujourd'hui et tout au long de cette semaine, tout tourne autour des entrepreneurs. Alors, on espère que vous allez aimer tout ce qui a été préparé. Alors, Isabelle, peut-être qu'on peut commencer par expliquer en quoi consiste la semaine de la PME BDC, puis pourquoi elle est si importante, en particulier cette année. Bien, Isabelle, cette semaine de la PME, cette célébration a plus de 40 ans, 42 ans de célébration. C'est une idée qui a germé en Colombie-Britannique et l'idée, il y a plus de 40 ans, était et est toujours de célébrer l'entrepreneurship et particulièrement célébrer les entrepreneurs. Cette année, on est encore au rendez-vous de la célébration, mais je te dirais, Isabelle, avec un ingrédient supplémentaire, soit bien sûr de célébrer, mais de reconnaître que les 18 dernières années ont été extrêmement exigeantes pour, entre autres, les entrepreneurs et les citoyens en général, mais qu'il est ô combien important de se rappeler l'importance des PME, l'importance de l'entrepreneurship et l'importance des entrepreneurs et des entrepreneurs en devenir. Oui. Isabelle, parce que c'est un moteur important pour l'avenir de notre pays et il faut absolument miser sur l'entrepreneurship et ses entrepreneurs. Et nos entrepreneurs. Ah, et tu sais comment j'admire les entrepreneurs, alors très contente de faire ça avec vous aujourd'hui. Puis donc, Isabelle vient de le dire, j'ai pas besoin de vous le rappeler que les derniers mois ont été assez turbulents. Il y a eu beaucoup de difficultés puis de souffrances, mais il y a aussi eu des gens qui se sont réunis pour innover et s'entraider. Il y a tellement de belles histoires dont on a entendu parler. Puis je sais que c'est maintenant un cliché, un euphémisme de dire que la pandémie a entraîné des perturbations à long terme, mais c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les meilleures prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, cette année, le thème de la semaine de la PME BDC, c'est pas le fruit du hasard. Alors, on est à la recherche d'occasions pour bâtir une meilleure voie à suivre. On va passer, je pense, une super belle heure ensemble parce que Pierre Cléroux, que tu connais bien, économiste en chef de BDC, va venir nous donner un aperçu exclusif de la direction que prend l'économie canadienne. Je sais, on va être pendu à ses lèvres. Et par la suite, bien, on va accueillir deux entrepreneurs qui sont des exemples d'innovation, de durabilité, de diversité, qui sont trois éléments fondamentalement importants pour notre avenir. Donc, Mélissa Harvey, présidente de Zora Biocosmétiques, et Mélanie Paul, coprésidente d'Aquanature et présidente d'Inukshuk Synergie, en plus d'être du Cercle Mocassin et Talons Hauts, vont se joindre à notre conversation plus tard. T'aimes ça, hein, cette oui, j'aime vraiment ça. Donc, je pense qu'on peut s'attendre, Isabelle, à des conversations qui vont être inspirantes, stimulantes et honnêtes. Puis je suis certaine qu'on va être plus informés, plus inspirés, plus enthousiastes au sujet de l'avenir à la fin de l'heure. Mais d'abord, Isabelle, je commence avec toi parce que, bon, il y a plusieurs citations que j'aurais pu aller chercher dans ton grand répertoire, mais je veux qu'on parle de changement. Toi, tu as déjà dit « le changement me fait pas peur ». Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la BDC?
Bien, tu le sais, Isabelle, j'ai passé les 4 dernières années dans un rôle unique. J'ai eu le privilège de représenter mon pays à Paris, en France et à Monaco à titre d'ambassadrice. Rien de moins. Rien de moins. Effectivement, il faut le reconnaître. Oui. Très grand privilège et ça a été un très grand plaisir pour moi, un moment hautement riche intellectuellement, mais aussi un moment de fierté de représenter le Canada. Je pense que, premièrement, on redécouvre son pays quand on n'y vit plus. On comprend aussi différentes dynamiques avec différentes perspectives. Voir la vie à travers la lentille nord-américaine, c'est une chose. Elle est très intéressante, cette lentille. Mais d'ajouter également la perspective européenne sur des enjeux, comme entre autres les enjeux, bien sûr, économiques, et on va en parler avec Pierre, mais plein d'autres enjeux, entre autres, et on s'en parlera lors d'une autre conversation, Isabelle, mais toute la question de l'immigration, c'est un enjeu drôlement intéressant à décortiquer avec la lentille européenne. Cela étant, j'ai, au cours des 4, ou je dirais de la dernière année, Isabelle, je me suis posé la question, quel sera mon prochain défi? Je voulais revenir dans l'environnement économique. Je voulais revenir dans l'environnement des entreprises, des entrepreneurs. Et là est arrivée l'opportunité de diriger BDC, qui à la fois allie, continue à servir mon pays dans ce moment de turbulence, mais également entouré d'entrepreneurs. Alors, c'était le meilleur duo. Et justement, tu as comme un peu abordé ça avec ta réponse, mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tes dernières années t'apportent dans ton rôle à la BDC? Bien, premièrement, je reviens avec les connaissances que j'avais développées et acquises avant d'être ambassadrice, soit entre autres à la financière Sun Life, mais également à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je pense que je reviens, en plus de ces expertises et habiletés, à titre de meilleure négociatrice, Isabelle. Parce que en affaires, habituellement, on négocie sur la base de chiffres. Et dans tous les pays du monde, à part quelques exceptions, mais on ne négocie pas avec ces pays-là, 2 + 2 égale 4. Oui, aux dernières nouvelles, mais j'ai fini mes maths secondaire 5. Bien, il y a certains pays qui ne font pas la même addition, la même équation, mais comme je dis, on ne négocie pas avec ces pays-là. Exactement. Mais par contre, en diplomatie, premièrement, c'est un monde qui bouge beaucoup plus lentement et à juste titre. Donc, ça a été tout un défi pour moi, Isabelle. Oui, j'imagine. Ça a testé mon impatience légendaire et hautement reconnue. Mais également, c'est qu'on négocie sur des idées, on négocie sur et avec des mots. Et là, Isabelle, de négocier sur des mots, ce que veut dire un mot, la définition d'un mot, tout dépendamment de ta perspective culturelle, là, ça peut prendre beaucoup plus de temps que d'arriver à la même équation et addition que 2 + 2 font 4. Donc, l'idée, c'est de transposer ça ici. Bien, je pense que j'ai une meilleure écoute, j'ai probablement de meilleures techniques de négociation, mais et je reviens avec une connaissance et une appréciation des enjeux mondiaux, une connaissance beaucoup plus fine, qui, d'après moi, vont m'être très utiles et, j'ose l'espérer, qui seront également intéressantes et utiles pour les gens que je fréquente maintenant, soit les membres de mon équipe ici au Canada. Bon, c'est dans l'air du temps de dire rebâtir une économie durable et inclusive, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je t'écoutais dans tes propos d'introduction et il est vrai que la pandémie, ça a été extrêmement exigeant pour nous tous et chacune, il faut le reconnaître. Mais moi, j'aimerais, puis je le disais également quand j'étais ambassadrice dans la dernière année avec mes collègues à Paris, je souhaite sincèrement qu'on retienne également les bons côtés de cette pandémie. C'est-à-dire que, oui, il y a des leçons. Premièrement, tout l'impossible est devenu possible en moins de 24 heures. Hein? Oui, c'est fou. En diplomatie, par exemple. Faire de la diplomatie virtuelle, c'était pas vraiment la chose à faire, pour différentes bonnes et moins bonnes raisons. En moins de 24 heures, c'est devenu
la façon de faire. Et j'ai plein d'autres exemples. Et également, les entrepreneurs ont plein d'exemples. Ah oui, le commerce en ligne a connu toute une ascension. Là. Quand avant, c'était mon produit est pas prêt, mes clients sont pas prêts, mes clientes veulent pas nécessairement. Bien là, quand tu es devant cette urgence, quand tu n'as pas d'autres options, c'est là qu'on voit que l'impossible devient possible. Et qui de mieux que les entrepreneurs pour s'adapter? Oui. Et alors, souhaitons que cette année, la semaine de la PME soit le moment de célébrer les leçons apprises et les bonnes leçons apprises. Parce que, je le réitère, il faut en tirer de très bonnes leçons de cette pandémie. Donc, bâtir mieux de façon plus inclusive, c'est bâtir sur ces leçons, majoritairement positives, pour faire mieux et pour ne pas répéter les biais très souvent inconscients qu'on répétait parce que le passé était garant de l'avenir. Oui. Je ne dis pas que le passé n'est pas garant de l'avenir, mais il faut quand même remettre en question des façons de faire et des principes pour se renouveler, se moderniser. Et ça, pour bien réussir dans nos communautés, bien réussir avec nos employés, bien réussir comme pays, parce que je vous le dis, la compétition, elle est féroce entre pays. Bon, bien, c'est déjà lancé. J'adore ce que j'entends. Puis une des choses que j'admire le plus chez toi, on se l'est déjà dit, c'est ta grande ambition. Tu as toujours été une femme très ambitieuse pour toi, mais pour les entreprises pour lesquelles tu travaillais. Donc, j'ai envie de te demander, quelles sont tes ambitions pour BDC puis pour les PME aussi? Bien, l'ambition que je porte pour BDC, et je parle au nom de toute l'équipe de BDC, c'est de vraiment demeurer extrêmement pertinente comme organisation pour l'écosystème des PME. Je veux également qu'on demeure extrêmement crédible et qu'on soit influent pour l'écosystème des PME. Et influent pour l'écosystème des PME, c'est être là au bon moment, avec le bon produit, le bon conseil, l'appui requis par nos entrepreneurs et pour nos entrepreneurs, et de faire une différence. Tu l'as dit, Isabelle, je suis extrêmement ambitieuse, mais d'abord et avant tout pour les organisations que je dirige. Et je ne prétends pas qu'on va faire la différence, mais je veux néanmoins que BDC fasse une très grande différence pour les PME. Eh bien, c'est très le fun de te retrouver, Isabelle, contente. Et là, je pense que c'est un bon moment pour faire rentrer notre économiste en chef de BDC, Pierre Cléroux, parce que, tu sais, un des aspects qui cause le plus de tracas et d'inquiétude chez vous, les entrepreneurs, c'est évidemment l'aspect financier. Et Pierre Cléroux va donner une conférence ce mercredi 20 octobre, mais nous, on a la chance de lui parler avant. Bonjour, Pierre. Bonjour, Isabelle. C'est vrai que c'est une chance. C'est vrai. Tout le monde veut savoir ce qui va se passer. C'est surtout un privilège, Isabelle. Et Pierre et moi, on a travaillé ensemble dans l'univers des chambres de commerce. Exactement. Lorsque j'étais à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Pierre était à la Fédération des chambres de commerce. Non, la Fédération des entreprises indépendantes. Pardon, la Fédération des entreprises indépendantes. Et je me suis souvenue, quand j'ai accepté le poste ici à BDC, je me suis dit, je vais retrouver ce privilège de pouvoir collaborer avec Pierre. Bien, c'est donc bien le fun! Alors, Pierre, j'imagine que particulièrement depuis 18 à 20 derniers mois, les gens, quand ils te voient, te demandent « Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'économie canadienne? Où on en est? » Alors, ma question va être extrêmement originale. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? L'économie va beaucoup mieux. Souvenez-vous, on avait perdu 3 millions d'emplois au début de la pandémie. Et au mois de septembre dernier, on a récupéré la totalité des emplois perdus au Canada. Donc, d'un côté, ça va très bien. L'économie est en croissance. Les consommateurs ont de l'argent dans leur poche. Donc, ça va relativement bien. Malgré ça, il y a quand même des enjeux. Il y a des enjeux dans certains secteurs, par exemple la restauration, l'hébergement. Vous savez, il y a encore des restrictions dans ces secteurs-là, donc c'est difficile. Et il y a des enjeux qui sont dus au déséquilibre de la pandémie. Donc, les entrepreneurs dans tous les secteurs,
ont des enjeux au niveau de l'approvisionnement. C'est plus difficile d'obtenir certains produits, surtout quand on les importe. C'est difficile la pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile de recruter présentement. La pandémie a accentué cet enjeu-là. Donc, il y a encore des enjeux, mais en général, les fondamentaux de l'économie sont positifs et on s'en va dans la bonne direction. OK. Donc, ce que j'entends, c'est que la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit en ce moment était vraiment là avant le début de la pandémie. Tout à fait. Hein? Souvenez-vous, par exemple, au Québec, on avait un taux de chômage de 4 avant la pandémie. C'était le plus bas taux de chômage en 40 ans. Et parce que la principale raison, c'est le vieillissement de la population. On a un vieillissement, beaucoup de gens quittent pour la retraite et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, c'est la vraie raison de la pandémie. Mais la pandémie a accéléré ce phénomène-là. D'abord, il y a plus de gens qui prennent leur retraite et aussi, on a eu beaucoup moins d'immigration en 2020-2021 à cause des restrictions. Donc, on est dans une situation là, qui est pire qu'avant la pandémie. Donc, quand on va parler de rebâtir, là, ça va être hyper important de garder ça en considération. Qu'est-ce que tu allais dire, Isabelle? Bien, on a le privilège au Canada, s'il y a eu moins d'immigration dans la dernière année pour les raisons qui s'expliquent très bien, on est quand même un pays, puis là, je vous le dis, lorsque j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, on est un pays adoré. Je vais m'arrêter à aimer, là. Oui. Mais c'est un pays où on veut s'installer, où on veut émigrer. Alors, il va falloir reprendre cette cadence-là avec des nombres encore plus importants qu'auparavant. Mais on a une force d'attraction, le Canada, pour attirer de l'immigration. Et ça, il va falloir vraiment être créatif, je dirais, comme pays pour continuer à attirer l'immigration, qui est un élément clé, Pierre. C'est un élément clé pour les employés, mais aussi pour l'entrepreneurship. Oui. Vous savez, au cours des 10 dernières années, la croissance de l'entrepreneurship s'est beaucoup fait à partir de gens qui sont venus habiter au Canada. Donc, une bonne partie des entrepreneurs ne sont pas nés au Canada, et ça, c'est une richesse pour bâtir notre économie. Parce que là, je vais utiliser un mot entre guillemets, c'est plutôt facile de lancer son entreprise au Canada. Je mets guillemets parce que, encore une fois, je compare avec d'autres pays. Certains entrepreneurs qui nous écoutent diraient, Isabelle, c'est pas si facile que ça. J'en conviens. Je laisse le mot entre guillemets. Oui, il y a des grands défis, on le sait. Il y a des grands défis à surmonter, mais quand même, quand on se compare avec d'autres pays, on a quand même un environnement assez favorable à l'entrepreneurship. Oui. Et ça compte pour beaucoup quand les gens d'ailleurs imaginent émigrer. Le Canada est une terre d'accueil très intéressant pour les entrepreneurs, oui. Ouais. Puis, quelles sont les grandes tendances là, qu'on est en train de voir pour les entrepreneurs qui peuvent changer, en fait, la donne pour les entrepreneurs? En fait, la pandémie a changé la donne sur plusieurs choses. D'abord, le commerce en ligne. Le commerce en ligne a triplé au Canada et ça ne va pas redescendre. Hein. Une fois que les gens ont pris l'habitude d'acheter en ligne, bien, on voit que c'est une tendance qui va s'accélérer. Le télétravail est une autre tendance. Vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent à la maison et ça va continuer aussi. Pour deux raisons. Les gens aiment travailler une partie de la semaine à la maison et les entrepreneurs ont réalisé pendant la pandémie que c'est tout à fait efficace. Il n'y a pas de baisse d'efficacité ou de productivité. Donc, il y a vraiment un nouvel équilibre qu'on va avoir. L'autre chose, on a parlé, la pénurie de main-d'œuvre, ça change aussi la donne pour les entrepreneurs. Il va falloir gérer nos ressources humaines d'une façon différente. Investir davantage en technologie pour remplacer certaines tâches. Regarder dans des bassins de travailleurs qui ont plus de difficultés à se trouver un emploi. C'est souvent le cas des jeunes sans expérience, des gens qui ont plus de 65 ans qui veulent demeurer à l'emploi, des gens qui ne sont pas nés au Canada. Ils ont encore un taux de chômage plus élevé que les Canadiens. Donc, il faut être plus créatif, il faut gérer nos ressources humaines de façon différente. Oui, Isabelle? Non, j'allais dire, ce que je trouve intéressant, deux choses. Là. Premièrement, je trouve qu'on a brisé un stigmate, et c'est une bonne leçon positive à retenir, que le télétravail, on peut livrer
de l'excellence, puis je n'irai pas sur le mot productivité parce que Pierre et moi, on s'est promis de redéfinir correctement l'équation de la productivité. Okay. Je trouve que c'est glissant comme terrain, mais je dirais qu'il restait encore un préjugé négatif sur le télétravail, de peut-être un brin de paresse ou parce qu'on ne verra pas les employés, on s'imagine que les tâches ne seront pas effectuées, quand ce n'est pas du tout le cas. Non, et la pandémie a prouvé ça, parce qu'on a été forcés, souvenez-vous, au début de la pandémie, on a été forcés d'envoyer nos employés en télétravail et on a réalisé, en fait, que c'était très possible d'opérer dans plusieurs positions. Évidemment, ce n'est pas possible pour tous les emplois. On ne peut pas remplacer un chauffeur de camion par un robot ou par le télétravail. S'il vous plaît, non. Sauf que dans plusieurs domaines, on peut travailler quelques jours à la maison. Et les Canadiens, c'est ce qu'ils veulent aussi. Nos études démontrent clairement qu'il y a un avantage pour les gens. Donc, on va trouver un nouvel équilibre qui va être bien différent de ce qu'on connaissait avant la pandémie. Ça revient à ce qu'Isabelle disait au début, c'est qu'il y a des leçons à tirer de ce qu'on a vécu, des bonnes choses, et ça fait probablement partie des bonnes choses à conserver. Maintenant, tu sais, dans la période, ça a été inégal pour certains entrepreneurs. Il y en a qui ont été capables de profiter de ce qui se passait de la bonne façon, là, et puis de vraiment aller chercher les opportunités. Là, si on regarde en date d'aujourd'hui, Pierre, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nos entrepreneurs, là? Bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a... Il y en a? Oui, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, il y en a. Les consommateurs, les Canadiens, sont plus riches aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Donc, ils ont davantage de moyens, ils veulent dépenser, ils le font d'ailleurs, hein, on voit une augmentation de la consommation, etc. Il y a deux transformations qui donnent beaucoup d'opportunités. Transformation technologique. On veut acheter davantage en ligne, donc il faut investir pour ça. Le télétravail, la pénurie de main-d'œuvre qui invite à investir davantage en technologie. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Aussi, il y a la transformation au niveau de l'environnement. Nous sommes en train de transformer nos entreprises pour réduire leur impact sur l'environnement et il y aura beaucoup d'opportunités. De ce côté-là, on a besoin d'être créatif, on a besoin d'innover et il y a beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir offrir de nouveaux services, de nouveaux produits pour aider à cette transformation-là. Cette transformation-là sur le climat, c'est maintenant rendu non négociable. On en parlait beaucoup avant la pandémie. Et là, je sens qu'on veut beaucoup agir en faveur du climat. L'autre commentaire que je voulais faire, Isabelle, on se passait le commentaire, Pierre et moi, il y a quelques jours, dans nos années dans le milieu associatif, à ces années-là, début des années 2000, on ne pouvait pas dire sur un plateau ou en public, qu'on avait peut-être l'opportunité d'intégrer plus de technologie dans nos entreprises pour combler la main-d'œuvre. Parce qu'à l'époque, le taux de chômage n'était pas à 4 %. Il y avait un haut taux de chômage et c'était interdit de dire de telles choses en public parce qu'il y avait beaucoup de Canadiens qui se cherchaient du boulot. C'est intéressant, 20 ans après, de voir comment on peut très bien affirmer ce que Pierre vient d'affirmer sans choquer les entreprises, les entrepreneurs ou même les Canadiens et les Canadiennes. Encore une fois, on n'a pas le choix. Bien, il faut s'adapter. C'est une transformation nécessaire pour continuer de croître nos entreprises. Fait que Pierre, si je te demande, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir, la réponse est... Je suis très optimiste pour la fin 2021 et pour 2022. Je pense que ce sera de bonnes années pour l'économie. À mesure qu'on va s'éloigner de la pandémie, tous les enjeux qu'on a là, de pénurie pour certains biens, etc., vont disparaître. L'économie va retourner à la normale. Donc, on devrait connaître 2 bonnes années. Puis sur l'échelle mondiale, on est très bien situé aussi. Oui, en fait, le Canada, vous savez, on a le taux de vaccination le plus élevé des pays du G7. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup à sortir de cette pandémie. On le voit, on est dans la 4e vague et l'impact est beaucoup moins important que les vagues précédentes. Au mois de septembre, on a créé 150 000 emplois au Canada. Habituellement, on perdait des emplois dans les vagues. Donc, la vaccination a beaucoup aidé et, comme je le disais, on a le taux de vaccination le plus élevé des pays développés.
Ah, je suis contente d'entendre ça. Ça fait énormément bien. Donc, pour cette raison, Pierre, je te garde avec nous. si ça avait été très négatif, je t'aurais demandé de quitter le plateau, mais ce ne sera pas le cas. Merci. Parce que là, je pense que c'est un bon moment pour demander à nos entrepreneurs invités de se joindre à nous. On veut savoir concrètement comment se traduit tout ce dont on vient de parler. Alors, on va accueillir 2 femmes que j'ai déjà eu la chance d'interviewer. Alors, très contente de les retrouver à nouveau. On commence avec Mélissa Harvey, présidente de Zora Biocosmétiques. Mélissa, on va aller voir tout de suite ta vidéo. Chez Zora Biocosmétiques, nous unissons nos valeurs à notre ambition. Vous offrir des cosmétiques haute performance, à la fois biologiques et éco-responsables. En alliant efficacité et ingrédients biologiques certifiés, nous sublimons votre beauté et préservons celle de la nature. Zora Biocosmétiques, ma terre, mon corps. Alors, bienvenue, Mélissa. Merci. Et je poursuis avec Mélanie Paul, coprésidente d'Aqua Nature, présidente d'Inukshuk Synergie et du Cercle Mocassin et Talons Hauts. On va regarder sa vidéo. Kamagunak pamunlo. Miamne shkweluk kapapam tapet utelepi. Ne kamagunak pamunlo. Inanon yapstagens. Yam kamelots make awen kametsabom. Mbelo nte papuneyas kamelorko pomun. Ek kametsabomit nagahtanlo. Weepets ushpapes akun at sepens mitsbomun. Alors, bienvenue officiellement à toutes les 2. Et là, Pierre, tu es en minorité avec juste des femmes, mais tu sais, je veux sentir ta présence. Écoute, Pierre, c'est comment on se sentait il y a une quinzaine d'années dans un conseil d'administration quand on était une Quand tu étais une femme? Tu étais la seule femme dans le conseil d'administration. Ah, bienvenue dans notre monde. Toutes les 2, j'ai tellement de questions, mais je vais commencer, Mélissa, avec ton histoire. Peut-être que tu pourrais parler de comment Biocosmétique Zora a commencé, puis ton stage chez Oxfam. Mais en fait, c'est une belle histoire d'amour, là, Isabelle. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez, notre histoire. C'est que j'ai eu la chance d'aller faire un stage avec Oxfam Québec au Maroc. Et puis, je suis atterrie avec des coopératives de femmes berbères. Puis à cette époque-là, l'huile d'argan n'était pas connue du tout. Et Mme Charouf, elle a mis en place des coopératives pour aider les femmes à s'autonomiser. Fait que je suis un petit peu féministe dans l'âme, donc j'ai voulu les aider. Et puis, j'ai importé l'huile d'argan ici, à Montréal. Puis on a rencontré des chimistes qui nous ont dit qu'il fallait homogénéiser ça pour faire des produits ultra performants avec cette matière-là. Et au départ, on avait juste 75 femmes berbères qui travaillaient dans les coopératives et maintenant, on en a plus de 2500 à temps plein. Donc, on fait vivre des villages au Maroc juste en important directement avec elles notre huile d'argan. Puis elles, bien, ils se construisent des écoles, on les aide comme ça à faire du développement durable. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est née Zora Biocosmétiques, en fait. Puis là, maintenant, on est rendu le leader dans les biocosmétiques au Canada et en Amérique du Nord. Quelle belle histoire. Mais tu sais, c'est sûr que quand on raconte ça, on dirait que tout s'est passé comme ça, mais tu as eu des défis. Mélanie, Aqua Nature veut dire prendre soin avec attention. Aqua. Oui. Donc, c'est des produits qui sont liés au bien-être que vous offrez. Puis Inukshuk Solutions, c'est des solutions durables. Énergétique, oui. Énergétiques. Donc, est-ce qu'il y a une mission commune entre les 2 compagnies? Bien oui, parce que les modèles d'affaires qu'on crée dans l'entreprise familiale à mon père depuis quelques années et Aqua Nature, mon entreprise, et Inukshuk, les modèles d'affaires sont basés sur le développement durable, principalement. Donc, la cueillette durable dans Aqua, toute la promotion ou l'intégration des plantes médicinales dans les produits cosmétiques, puis au niveau de la santé globale holistique, l'approche holistique. Oui. Puis le côté développement durable au niveau énergétique à partir de la granule de bois pour remplacer les énergies fossiles aussi. Les 2 entreprises sont
sont là pour servir de levier aussi aux communautés autochtones afin de créer des entreprises connexes puis d'aider justement à la croissance des entreprises dans les communautés autochtones. Augmenter les emplois, augmenter les retombées économiques et sociales aussi, parce que j'admire ce que tu fais beaucoup, mais c'est un peu la mission qu'on a aussi, là, de créer des emplois, puis que les gens se prennent en main, puis qui créent autour de ça aussi différentes entreprises. Ouais. Dans vos deux cas, à quel point les communautés ont eu un impact sur vos entreprises? Parce que, tu sais, il y a plein de gens qui sont à l'écoute, tu sais, qui sont un peu implantés dans leur communauté, qui voudraient le devenir davantage. Je pense que ça a eu, dans les deux cas, un impact assez positif. Ouais, c'est sûr que nous, on se fait affaire avec directement le Maroc pour l'excipient de base, qui est l'huile d'argan, mais c'est important de prendre affaire avec des fournisseurs locaux qui viennent d'ici, d'encourager des fournisseurs qui ont la même vision d'entreprise, qui veulent partager puis construire de l'emploi durable. Donc, comme le miel d'anisette qui sauve les abeilles dans le monde, des trucs comme ça qui est vraiment important, et comme ta belle entreprise aussi. Là. Ben oui, on va se reparler après nous. Là. On a des choses à se dire. Pour de vrai, vous allez travailler ensemble. Moi, c'est ce que j'adore des histoires aussi d'entrepreneurship, c'est que vous finissez souvent à vous entraider entre vous autres. Il faut. Comment a été la dernière année et demie pour vous? Nous autres, on s'est vus en 2020 et ton chiffre d'affaires était plus grand qu'en 2019. Toi, la pandémie avait été bonne pour toi. Oui, la pandémie était super bonne pour nous parce qu'on a fait un 360. On a changé complètement notre modèle d'affaires parce que là, tout n'existait plus. Donc, c'était vraiment une opportunité d'affaires. On s'est dit, tout a tombé. Donc, quand tout tombe, c'est là qu'il faut que tu te dises, bien, il faut changer les affaires. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, le site Web, parler directement de notre communauté. Moi, j'ai commencé à faire des Facebook Live. C'est un success story. La communauté nous a aidés, l'entraide. J'ai aidé tous mes amis entrepreneurs, mes fournisseurs à maintenir le cap et à survivre. Tu sais, ça a été de l'entraide québécois. Et ça, là, c'était vraiment extraordinaire de vivre ça. Vraiment. Puis toi, Mélanie? Bien, écoute, moi aussi, de mon côté, ça a été un revirement de situation parce que nous, chez Aqua, l'objectif premier, c'est de faire des ingrédients, justement, cosmétiques, nutraceutiques, aliments fonctionnels. Mais là, l'agrandissement prévu de l'usine, tout ça, tout était remis à plus tard à cause des délais de construction. Je ne passerai pas les détails de la pandémie, là, mais on s'est retourné pour, justement, moi, l'été dernier, j'étais allée cueillir des plantes médicinales en forêt. J'étais allée apprendre, comme mon papa dit, sur le tas, là, tu sais, j'étais allée vraiment cueillir des plantes, puis on a développé des produits finis tout de suite, des tisanes, des choses comme ça. Puis aussi, avec les événements qui sont arrivés, les événements tristes qui sont arrivés dans la dernière année, qui ont ouvert quand même des portes sur les communautés autochtones, qui ont amené les gens à vouloir se rapprocher de nous puis à mieux nous connaître. Moi, je dis c'est un éveil de conscience collectif qu'il y a eu avec tout ce qui s'est passé. Puis pour moi, ça, c'est important de dire, de ne pas se replier sur nous-mêmes, mais d'ouvrir la porte à ça, puis d'ouvrir le dialogue. Je pense que c'est ce que ça a créé là, comme événement. Puis nous, on a décidé de créer des boîtes découvertes, des coffrets découvertes culturelles, en fait, qui permettent aux gens de découvrir notre culture dans le confort de leur foyer, avec différents rituels autochtones, que ce soit de prendre de la tisane à partir de plantes médicinales autochtones, que ce soit de confectionner un objet comme le bâton de la parole ou l'attrapeur de rêve, le rituel de purification. On a tout mis aussi un conte et légende, tout pour expliquer pourquoi que les Premières Nations utilisent ça depuis des années. Fait que je me dis, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer, bien, ça fait une activité éducative aussi avec les jeunes à la maison. Puis en même temps, bien, les gens n'ont pas besoin de venir dans nos communautés pour nous découvrir. Ils ont juste à commander les coffrets, puis c'est un premier pas. Moi, je vois ça comme un premier pas. Parce qu'on a tellement des bons ingrédients au Québec, c'est ça. On a une belle notoriété au niveau mondial, mais on le sait pas. Ouais. Donc, découvrir des plantes d'ici, là, avec des vertus extraordinaires. Il y a plein de vertus extraordinaires qui existent, des plantes médicinales. Les Premières Nations l'utilisaient par transmission culturelle, dans le fond, de façon innée. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, la science peut appuyer le pourquoi ces plantes-là fonctionnent maintenant. Puis nous, moi, je le dis souvent, c'est ma cousine qui est avec moi dans l'entreprise. Oui. On est les gardiennes de la Terre. On ne fera jamais rien dans le non-respect de la Terre-Mère. Là, on va le faire avec notre cœur, puis on va le faire dans le respect des aînés, tout
ça. Fait que de faire des ingrédients à partir de plantes d'ici, puis collaborer avec des belles entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous. Je sens que, justement, l'économie rejoint tout cet aspect-là maintenant qui était peut-être un peu laissé de côté au cours des dernières décennies. Bon, j'ai 2 femmes avec moi ici, entrepreneurs. Je serais curieuse de savoir, est-ce que ça a été facile ou difficile d'avoir l'accès à du financement? Je commence avec toi, oui. Isabelle. Tout était dans son visage. Non, les débuts de Zora en tant que femme, c'était difficile. Une chance que mon associé, c'est un homme. Là, on parle de v'là 16 ans. Là. Maintenant, OK, mais je veux avoir des détails. Bon, la BDC, c'est pas parce qu'on est invité par la BDC, là, mais c'était la première banque à nous aider depuis le début et encore à ce jour nous suit dans notre croissance. Et ça, merci beaucoup. Puis aux entrepreneurs qui nous écoutent, allez-y, BDC, là, c'est vraiment, le service est extraordinaire. Et vous nous supportez, puis ça, c'est rare là-dedans. Puis dans toutes les banques qu'on a eu à faire, vous êtes la meilleure. Vraiment, merci. Au niveau de l'entrepreneuriat féminine, quand tu es une femme, c'est encore difficile. On se cachera pas. Oui, là. encore aujourd'hui. Puis au Canada, là, merci, on est la population qui aide le plus les femmes à se lancer en affaires dans le monde. Ça, vous le savez, là, les économistes et tout ça, ils vont vous le dire. Mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire, vraiment beaucoup. C'est quand même un triste constat. Je reconnais que c'est il y a 16 ans, puis peut-être que tu ferais un constat, j'espère, différent aujourd'hui, mais il y a 16 ans de faire le constat qu'une chance que ton partenaire d'affaires était un homme. Oui. C'est bien de pouvoir compter sur un ou une partenaire d'affaires, mais être obligé de se dire si... Oui, parce que moi, ma marge de crédit, elle m'a été toujours refusée parce que j'étais une jeune femme, j'avais pas eu d'enfant encore. Ils me le disaient pas, mais j'avais pas d'historique de crédit. Pas d'historique de crédit, etc. J'avais jamais gagné un gros salaire, tandis que mon associé, oui. Donc, tu sais, il y a toutes ces envergures-là là, qu'il y a dans la tête des gens, puis tu le sens, mais que tu peux pas faire rien. Oui. Et puis, de ton côté, en plus, femme autochtone, c'est comme tu as un autre step de plus. Un double défi. Un double défi. Oui, c'est un double défi, on va se le dire, parce que la loi sur les Indiens existe encore aujourd'hui. Il y a encore des contraintes fiscales qui nous limitent. Moi, je peux pas mettre ma maison est sur réserve, donc je peux pas m'en servir, hypothéquer ma maison comme levier financier. J'ai eu la chance d'être dans une famille d'entrepreneurs. D'ailleurs, BDC, avec Granule LG, qui est connexe à Inukshuk Synergie, parce que c'est à partir de ce combustible-là qu'on va développer ces énergies-là, nous a supporté grandement là-dedans aussi. Les moments plus difficiles, parce que, veut pas, ça a chambranlé l'économie. LG exporte aussi, donc, tu sais, on a besoin d'un fois de souffle en tant qu'entreprise, puis BDC a été là présent pour ça souvent. Au niveau de mes 2 autres entreprises, c'est des entreprises pour lesquelles j'ai eu de l'aide financière qui a été développée justement par le gouvernement canadien principalement aussi, là, au niveau des Autochtones, femmes autochtones. Mais c'est difficile. J'ai eu accès à ces financements-là parce que j'avais un papa entrepreneur qui avait certains avoirs aussi qui étaient là, qui m'ont permis d'aller chercher des plus gros financements. Mais partir de zéro, je côtoie plein de femmes autochtones qui partent de zéro, puis ils n'ont rien, là, ils n'ont accès à rien. Là. Doublement plus difficile. D'ailleurs, Isabelle, en entrée de jeu, tu me demandais quelles sont tes ambitions pour BDC. Tu as une passion, toi, pour l'avancement des femmes. Oui, entre autres. Je pense reconnue. Oui. Mais, bon, je t'ai répondu de façon générale au début, mais je peux te dire qu'on reconnaît que c'est dans notre mission, voire dans notre devoir, d'aider des clientèles qui sont moins naturelles, où l'aide arrive moins facilement et où ces clientèles-là, comme Mélissa et Mélanie viennent de le dire à leur façon, elles sont vues par des institutions financières plus conventionnelles à plus haut risque. Oui. Il faut que BDC occupe ce territoire-là. Il faut que BDC, nous soyons là à l'écoute avec une approche, un processus, des questions un peu différentes. Parce que Mélanie a tout à fait raison, Mélissa a tout à fait raison. Quand on pose les mêmes questions à un homme et à une femme entrepreneur, on n'obtient pas les mêmes réponses pour de bonnes raisons.
Mais là, quand on met ces raisons-là, ces réponses-là dans le collimateur, puis qu'on réfléchit pas trop à comment on a posé la question et à qui, bien là, on répète des billets. Et au contexte aussi. Et au contexte, Parce tout à qu'il y a fait. tout Oui. le contexte. Donc, quand- la clientèle femme entrepreneur et la clientèle autochtone sont deux des clientèles, en plus des communautés noires. Ce sont trois clientèles. Communauté racisée. Je pense qu'on va aller encore plus large. Oui, mais quand même, nous, on les nomme, Isabelle, Oui. pour que ce soit très spécifique. Et c'est pas exclusif. Peut-être qu'au cours des prochains mois, on en rajoutera, mais les trois que je viens de nommer sont en haute priorité et il faut vraiment nous réfléchir comment on peut faire mieux et plus. Puis, tu sais, moi, tantôt, j'ajouterais, j'ai entendu beaucoup le mot créativité, innovation. Ouais. Il va falloir être créatif et innovant dans le financement aussi, parce que si on veut s'en sortir, puis c'est une des raisons, on va parler de cercle mocassin et talons hauts tantôt, c'est une des raisons pour lesquelles, avec Mme Henkel, je veux créer le cercle mocassin et talons hauts, parce qu'éventuellement, on veut un mouvement pour rapprocher les femmes autochtones et allochtones ensemble, mais on veut aussi être créative au niveau d'aider au financement et accompagnement des femmes autochtones. Parce que, et Mélissa le dit, là, ça prend, quand on aide une femme entrepreneur, on aide un village Oui, au vraiment. complet. Alors, il faut garder ça dans l'équation aussi. Pierre, j'ai envie de te demander, tu sais, qu'est-ce qui attend ces deux femmes-là, leur marché, en fait, respectif, dans un avenir rapproché, moyen terme? Bien, il y a toutes les raisons d'être optimiste. D'abord, parce que la consommation augmente au Canada. Je le disais tantôt, les Canadiens ont plus d'argent dans leur poche qu'avant la pandémie pour toutes sortes de raisons. La valeur des maisons a augmenté, le revenu disponible a augmenté. On voyage moins. On voyage moins aussi. Donc, la première chose, c'est que la demande va être forte. Deuxième chose, dans les deux cas, vous vendez en ligne. Et ça, c'est l'avenir au Canada. Les ventes en ligne ont triplé depuis le début de la pandémie et ça, on ne reviendra pas en arrière. On s'en va juste dans une direction là, qui est de plus en plus les Canadiens aiment acheter en ligne. Donc, vous avez déjà pris ce virage-là et ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est que on fait beaucoup d'analyses pour voir c'est quoi les tendances au niveau de la consommation. Et une des tendances, c'est que de plus en plus, les gens veulent acheter des produits santé. Ils veulent acheter des produits d'abord pour améliorer leur santé, mais aussi des produits qui sont bio, qui sont pas dommageables pour l'environnement. Et évidemment, dans vos deux cas, vous êtes dans ce créneau-là. Donc, il y a toutes les raisons d'être optimiste là, pour ces deux entreprises-là. Et l'achat local aussi, Oui, hein, Pierre? Tout à fait. Oui, puis nous, on a fait une étude de commercialisation durant la dernière année. Qu'est-ce que le COVID avait apporté? Puis juste pour venir en complément à ce que tu disais, on vit au niveau des cosmétiques naturels et fabriqués québécois ou locaux, etc., un retour vers ces sources d'approvisionnement-là, là, vraiment. Un peu le phénomène qu'on a vécu dans la bière avec les microbrasseries, là. Oui. Les gens sont en train de se ramener vers... Ils ont le goût de savoir qu'est-ce qu'il y a dans leurs produits cosmétiques. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que là, maintenant, oui. les gens, ils ont vu les résultats. Le biocosmétique, là, c'est capable de performer sur les produits de synthèse chimique maintenant. Là. Nous, on gagne les Clean Beauty Awards. Là. Ça, c'est la révolution. Là. Tous les ingrédients actifs qui sont bons pour la santé peuvent être aussi performants que les produits de synthèse. Puis ça, avant, c'est une vieille mentalité qu'on avait avec les produits bio, c'était moins bon. Mais c'est faux, là, maintenant. On a une réputation au niveau en Amérique du Nord, donc c'est pas à se dénigrer. Puis les Québécois, maintenant, au niveau planétaire, on a une belle réputation comme la Suisse, hein? Fait que ça, on peut en être fiers. Oui, oui. Comme Nous, on est plus intelligents aussi, Oui. on pose plus de questions, on fait plus de recherches. Donc, ça demande aussi aux entrepreneurs d'être encore plus poussés. Exact. L'innovation. L'innovation. C'est vraiment ça. Parle-moi donc de l'innovation, parce que je sais que c'est un pôle très important Oui. chez vous. Oui, bien, nous, on a créé un réseau qui n'existait pas, le biocosmétique haut de gamme. Donc, ça, c'est de l'innovation. Mais pas juste ça, c'est que notre packaging est recyclé, recyclable. Toutes les matières premières avec lesquelles on fait de l'exportation, c'est compostable. Donc, tout notre papier vient d'ici, des forêts FSC. Donc, tu sais, on s'assure que nos fournisseurs soient des produits d'ici, locaux, à plus de 85 %. Donc, c'est vraiment ça, là. C'est un microsystème global de A à Z qu'il faut que tu prennes soin de ton entreprise, mais aussi du consommateur et de ton produit final. Donc, tu sais, c'est très large. Puis le mythe que c'est plus dispendieux d'y aller de cette C'est vrai. façon-là.
C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Il y a du travail à faire. La transparence. Il y a vraiment du travail. J'ai une question pour vous, mesdames. À quel point l'exportation fait partie de votre plan de croissance de vos entreprises? Mais ça, on aimerait ça que vous nous aidiez là-dedans, parce que on est prêts, mais c'est très coûteux. Puis nous, on est dans une industrie qu'on n'a pas d'aide. Jamais l'industrie des cosmétiques ou de santé, on a de l'aide. Les autres en ont, mais pas nous. Fait que si on pouvait ouvrir un petit créneau pour nous aider, là, 2 femmes entrepreneurs le vent dans les voiles, on lance le message aux entrepreneurs. Nous, ça va nous faire plaisir. Personnellement, moi, j'ai découvert, Isabelle, Mélissa, Mélanie, j'ai découvert la fonction de délégué commercial. Ah oui. Des équipes qui sont basées dans nos ambassades pour justement aider les entrepreneurs canadiens à s'installer dans des marchés extérieurs. Donc, ça va me faire vraiment plaisir. Je sais que BDC a toute l'aide également et les informations, mais sincèrement, je vous incite, même si c'est exigeant, hein, parce que quand on s'en va en sol, même sortir du Québec, c'est un défi pour le reste du Canada, mais faire l'exportation dans des marchés qu'on connaît moins bien, c'est très exigeant, mais en même temps, quand on regarde le nombre de consommateurs canadiens, c'est beaucoup, mais c'est pas assez pour insuffler la croissance que vous voulez donner à vos entreprises. Mais personnellement, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais on parlait tantôt de 1 + 1 égale pas 2 maintenant, mais ça égale 3. Là. Moi, je crois beaucoup au partenariat d'affaires, partenariat fournisseurs-clients, entraide, mais Aquanature est formé de 2 femmes autochtones de Mashtouiache, mais on s'est aussi associé avec Groupe Silicycle, qui est une entreprise de Québec dans le domaine de l'extraction-purification, qui ont une force de vente mondiale, sont dans 90 pays, ont 1500 points de vente. Donc, pour moi, c'était important d'aller chercher une complémentarité à ce que nous, on avait comme force aussi. Oui. Donc, on développe les produits en collaboration avec eux parce qu'ils ont tout le côté ou le bagage scientifique, mais ils ont aussi le marché. Parce qu'on le sait, c'est trois créneaux. Ça prend l'approvisionnement, ça prend la fabrication, mais ça prend aussi la commercialisation. Le manque de main-d'œuvre. Et là, l'industrie, que ce soit les cosmétiques, l'alimentaire ou le textile, il faut se rassembler maintenant en tant qu'entrepreneur parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, il faut se rassembler puis s'aider. Puis ça, on n'est pas habitués, nous, en tant que peuple québécois. Là. Donc, l'entraide, là, on lance le mot, là, aidons-nous. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une meilleure croissance au Québec. J'aime ça comme message. Et il y a des opportunités en exportation, Pierre, j'imagine aussi. Il y a beaucoup pour d'opportunités. nos PME. Et en fait, le commerce électronique nous donne une opportunité qu'on n'avait pas avant. Parce que, rappelez-vous, il y a 20 ans, il fallait être une très grande entreprise pour être capable d'exporter. Oui. Mais maintenant, avec le commerce électronique, on peut être une petite entreprise et exporter à travers le monde. Donc, et c'est tellement important parce que, comme Isabelle le disait, on est un petit pays. Donc, notre marché est encore assez restreint, dans le fond. Donc, pour assurer notre croissance, il faut aller à l'extérieur. On est un grand territoire géographique, mais on a une population de 40 millions. Prenez, mesdames, l'Europe, puis là, quand j'étais en France, j'avais un billet pour la France, mais on va y aller pour l'Europe. C'est quand même un marché d'un peu plus d'1 demi-milliard de consommateurs. Quand même, c'est énorme. Je vois des étincelles dans vos yeux. Puis le côté autochtone là-bas aussi est très prisé, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Puis moi, je dis tout le temps, en collaboration avec des produits, puis tu sais, une histoire qui est racontée, qui est authentique, bien, tu sais, c'est sûr que les gens adhèrent à ça aussi, là. On va vous présenter les délégués commerciaux. Bon, voilà, une autre chose que Mme Hudon pourra faire. Je veux qu'on parle d'inclusion. Parce qu'on parle beaucoup de l'importance, donc, de la main-d'œuvre, mais aussi d'aller chercher plus de diversité et d'inclusion. Les deux, vous le faites de façon extraordinaire. Je vais commencer, par contre, avec Mélanie, parce que, bon, tu l'as dit tantôt, on sent dans l'air du temps une reconnaissance envers peuples autochtones. Là, il y a bien des entreprises qui se demandent, OK, comment je fais
pour les inclure, pas avoir l'air opportuniste. Tu sais, la ligne, des fois, elle peut être fine. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que tu t'as fait demander beaucoup en ce moment, cette question-là. Oui, effectivement, je me la fais demander beaucoup. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, tout part du cœur. Moi, je suis une fille de cœur, je suis quelqu'un d'humain. Puis quelqu'un qui est opportuniste puis qui a un profil seulement pécunier derrière bien, on le sent, on le voit. Les gens qui ont un intérêt réel de vouloir aider, de vouloir contribuer, de vouloir inclure les gens pour les bonnes raisons. Tu sais, les peuples autochtones, c'est des gens ouverts, mais c'est des gens aussi craintifs avec l'histoire qui s'est passée. Je veux dire, c'est des gens que tu as besoin de créer des liens de confiance, tu as besoin de dialogue avant de parler de chiffres. Tu sais, on parlait tantôt de redéfinir les choses. Bien, moi, je pense que le respect de l'humain, le respect de la terre, le respect de l'environnement, c'est toutes des valeurs primordiales pour les Premières Nations. Donc, moi, je dis tout le temps, j'arrive pas avec mes bottes à cap, j'arrive avec mes mocassins quand je parle à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tout est dans l'approche, dans le pourquoi on fait les choses aussi. Puis ça, bien, ça se sent, ça se ressent. Donc, quand il y a des gens qui arrivent puis que tu sens qu'ils sont là pour juste avoir accès à un contrat ou juste, tu sais, répondre à un critère qui leur permet d'avoir un contrat, bien, ça se sent, ça. Fait que moi, je pense que, les gens doivent être ouverts au dialogue, puis pas juste allochtones, mais autochtones aussi. Je pense que nous aussi, en tant que peuple autochtone, parce que le message n'est pas juste pour les gens qui ne sont pas des Premières Nations. Les Premières Nations ont à faire aussi une ouverture de cœur par rapport à ça. Fait que je pense que c'est des deux côtés qu'il faut... Ce qui est arrivé dans la dernière année est malheureux, mais ça ouvre la porte au dialogue maintenant. Oh oui. Puis je pense que, moi, je dis, il faut construire une nouvelle histoire ensemble. Oui. C'est beau, hein? Puis toi, oui. Toi aussi, tu l'as fait de façon... Mais là, nous, on aime ça, organique. l'ONU, là, donc... Puis en plus, là, il y a des programmes au Québec, là, pour ceux qui ne le savent pas, le programme PRIME, qui nous aide à embaucher des nouveaux arrivants. Puis nous, on fait chez Zora, là, deux fois par année, là, on mélange les équipes, puis ils vont nous cuisiner leur mets de leur pays, tu sais, on les intègre, donc on participe, puis tout va bien. Souvent, on a des questions, mais ça se passe comment, l'intégration? Écoute, tu sais, à un moment donné, on est tout un monde, là, qu'on soit d'une couleur X, Y, qu'on vienne d'un pays, là, on est tout un être humain, puis il faut s'aider, puis changer les façons de faire. Et en fait, il y a un entrepreneur d'une multinationale à qui je parlais récemment qui me disait l'inclusion, la diversité au sein de son entreprise lui a permis, après ça, d'aller conquérir les marchés d'où venaient ces gens-là, parce qu'il dit, j'avais un œil intérieur de ces pays-là. Je comprenais davantage ce que j'avais à faire. Donc, il l'a vraiment vu comme une force extraordinaire. Isabelle, quand tu écoutes ces deux femmes-là parler, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles ont réussi aussi bien? Détermination, je dirais, résilience. Mais j'entends beaucoup de détermination. Leur détermination face à leur passion, déterminée à vouloir réussir et aussi à vouloir soit inventer ou réinventer les façons de faire. Et ça, je trouve que c'est admirable parce que c'est beau, là, on est sur un plateau, puis on jase comme ça, mais c'est de l'énergie à déployer pour y arriver. Aussi, ce que j'entends, et là, parce qu'on parle à deux femmes entrepreneurs, Isabelle, ce que j'entends et ce que je vois, c'est une ambition totalement assumée avec une confiance assumée. Et ça, je pense, mesdames, que vous pourriez partager et coacher d'autres femmes entrepreneurs en devenir. Parce que, Isabelle, tu le sais, je ne suis pas de celle qui croit que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais très souvent, il nous manque cette dose de confiance qui fait la différence. Alors, moi, j'ai beaucoup senti la détermination. Vous connaissez très bien vos produits, vous connaissez vos clientèles, vous connaissez aussi les clientèles que vous voulez gagner, les nouvelles clientèles, c'est pas rien. Et moi, je vous confirme, mesdames, personnellement, je vous écouterai encore et encore, mais la BDC est là pour vous écouter et vous appuyer. C'est admirable ce que vous faites. Merci.
t'en as parlé à quelques reprises de ton cercle mocassin et talons hauts. Oui, Explique ce que c'est. Ça fait sourire Isabelle à chaque fois que je dis ça. Mais en fait, ça fait du pouce un peu sur ce que tu viens de dire parce que tout part de la confiance en soi. Hein. Puis moi, la confiance en moi, ça a été long avant d'être pleinement assumée dans un milieu d'hommes parce que j'ai commencé dans les entreprises à mon père puis dans un milieu qui était beaucoup plus masculin. En plus d'être autochtone, puis d'avoir un peu une recherche d'identité dans qui j'étais aussi parce que j'ai eu une dualité intérieure pendant un long moment de j'étais qui, puis quand j'arrivais à l'extérieur, comment les gens voyaient les Premières Nations. Je le disais-tu, je le disais pas, comment... Fait que, tu sais, l'identité d'une femme, là, que ce soit autochtone, d'une autre nation, est super importante de reconnecter avec qui on est vraiment pour mieux, justement, s'assumer dans ce qu'on est, puis notre unicité, puis d'en faire quelque chose de beau puis de grand. Mais ça demande un certain temps, puis ça demande d'avoir des modèles. Puis des modèles, on n'en a pas assez. Fait avec le Cercle Mocassin Talons Hauts, c'est l'objectif, dans le fond, avec Mme Danielle Henkel, de faire des jumelages entre autochtones et allochtones, entre des modèles différents de femmes entrepreneurs autochtones et allochtones, pour qu'ensemble, ils co-créent quelque chose de nouveau, que ce soit un service, un produit ou autre, puis justement, qu'à travers leur unicité, on découvre la personne puis l'humain derrière l'entrepreneur, puis qu'on puisse mettre en lumière ou faire briller ces femmes-là. Ce qu'on veut, c'est propulser ces entreprises-là, en fait. Moi, je crois beaucoup au rôle des modèles, d'avoir plusieurs modèles pour que les filles et les femmes, mais aussi, surtout, que nos filles réalisent que c'est vrai que ça peut être pour elles. Parce que les femmes, nous sommes particulièrement bonnes à répliquer ce qu'on voit. Et pas si bonnes que ça, ou pas si confiantes que ça, à inventer un modèle qu'on n'a jamais vu. Donc, je trouve que c'est mocassin et talons hauts. J'adore l'appellation. Puis pour moi, ça a été la réconciliation parce qu'on va se dire les vraies choses. Là. Être entrepreneur dans une communauté autochtone, ça commence à être bien vu. Parce que ça n'a pas toujours été bien vu de faire de l'argent dans une communauté autochtone. Fait que ça, puis pas juste dans une communauté autochtone. Au Québec, faire de l'argent. Fait qu'on va dire les vraies choses, tu sais. Fait que moi, là, faire de l'argent, tu fais pas trop de bruit, tu sais, je veux dire... Mais quand tu fais ressortir tout le côté humain, pourquoi tu fais ce que tu fais pas ça juste pour l'argent, parce que bien des fois, tu travailles beaucoup plus que ce que ça rapporte, puis tout le risque qu'on met au début. Mais c'est vraiment l'intention derrière, puis réconcilier. Pour moi, ces deux éléments-là, j'ai des mocassins, je les assume à 100 %, j'ai des talons hauts, puis les deux ensemble, ça va faire que je vais aller beaucoup plus loin, tu sais. Tu sais, Isabelle, ce que Mélissa parle, puis c'est un jargon plus de diplomatie, ce que je vais vous dire, là, mais c'est la notion de l'intersectionnalité, c'est-à-dire particulièrement les femmes. Oui. On est doublement, triplement, puis même beaucoup plus touchés. Prenons par exemple la pandémie. On a tous été et toutes été touchés à travers la planète, hommes, femmes, enfants, moins jeunes. Mais quand même, quand on regarde le bassin femmes, on a été plus durement touchés. Et j'ai une statistique à partager avec vous. La pandémie nous a fait reculer, nous a fait perdre 35 ans en 1 an sur le corridor de l'égalité femmes-hommes. Ah, mon Dieu, je pensais que c'était dans la face. C'est pas drôle. Non, dans la face. On a pris... Quoi? Je te présente Mélissa. Oui. Mélanie, Mélissa et Mélanie. C'est grâce à ces... Mais il y a les herbes et les crèmes. Oui, mais... Non, mais je comprends. Ah oui, OK. Fait qu'on a vraiment... Oui, on a perdu. On était dans un corridor de 115 ans. C'est beaucoup. Si on continue comme maintenant... Là, maintenant, on a 150 ans devant nous. Donc, on ne parlera pas juste égalité femmes-hommes, mais ce que tu viens de parler, la notion d'intersectionnalité, où on doit aider de façon spécifique les femmes entrepreneurs pour qu'on diminue le nombre d'embûches, parce qu'il y a plus d'embûches chez les femmes que chez les hommes entrepreneurs. Tantôt, avec Pierre, on a parlé de l'importance des PME dans la reprise de l'économie canadienne. Comment tu vois ton rôle en tant que chef d'entreprise? Innovation, à l'écoute, changement, puis tout ce la méthode ancienne ne pourra plus jamais revenir. On a passé à une nouvelle ère, tu sais, comme l'industrialisation, c'est une nouvelle ère. Là, on est dans une nouvelle ère. Donc, toujours être à l'écoute, puis constamment changer notre façon de faire. L'agilité. Hein? L'agilité, oui.
Qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Bien, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Créativité, partenariat, partenariat, partenariat. Partenariat à tous les niveaux, que ce soit Entraide. Tu sais, je veux dire, on a beau être dans le même créneau, on a des complémentarités pareilles. Il y a des éléments sur lesquels on peut s'aider, que ce soit sur la commercialisation ou autre. Là, moi, là, les partenariats, puis je sais que les Premières Nations, on va s'en sortir par la co-création puis le développement de partenariats. Ah ben, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi à Pierre qui a été capable de nous endurer pendant ce dernier segment. Merci beaucoup, Isabelle, mais j'ai pas encore fini avec toi. Mais sachez que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, rappelez-vous que vous pouvez revoir Pierre et obtenir vraiment toutes ses prévisions économiques complètes plus tard. Il aura son moment juste à lui. Ça va se passer mercredi, le 20 octobre à 10 h. Alors, pour vous inscrire, allez sur bdc.ca. Isabelle, est-ce que tu aurais un dernier mot? Ben, le mot qui me vient, c'est inspiration. Et merci, mesdames. Et soyons inspirés des leçons positives apprises des 18 derniers mois. Il faut en parler des séquelles, des cicatrices, mais il y a aussi de bonnes leçons à retenir. Alors, soyons inspirés par ces bonnes leçons, soyons inspirés par vous, mesdames entrepreneurs, et soyons aussi inspirés par les données réelles, le data que nous possédons sur l'expérience des 2 dernières années pour mieux se projeter dans l'avenir. C'est super. Alors, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Isabelle. Moi, j'aime tellement ça. Et je l'ai dit en début, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. Ça me fait vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Alors, et moi, je vous dis merci d'avoir été là en si grand nombre. Alors, si vous voulez revoir la discussion ou obtenir des informations supplémentaires ou encore voir d'autres webinaires, bien, allez faire un tour sur bdc.ca et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.